Et nous retrouvons nos deux invités, Guillaume Bernard, historien du droit, politologue, maître de conférences, auteur de La guerre à droite aura bien lieu. Bonjour monsieur, merci d'être avec nous. Nous sommes également en compagnie de Merci. Jérôme Sainte-Marie, sondeur et politologue, président de l'Institut Polling Vox, auteur de Bloc populaire, une subversion électorale inachevée aux éditions du CERF, et puis Bloc contre Bloc aux mêmes éditions. Bonjour monsieur, merci d'être avec nous. Bonjour. Alors commençons par cette annonce de l'inéligibilité de Marine Le Pen. Est-ce que vous vous y attendiez? Est-ce que ça semblait trop gros? Alors, je vais quand même compléter ma présentation pour être tout à fait honnête Allez-y. avec les auditeurs. Je suis également désormais délégué départemental du Rassemblement national dans les Hautes-Alpes, entre autres choses. Et donc, je suis engagé, de fait, dans les rangs de ce parti, du Rassemblement national. Alors, moi, je suis pessimiste. Je suis pessimiste de nature. Et donc, depuis l'affaire roumaine, j'étais extrêmement inquiet. Depuis les réquisitions, bien sûr, mais surtout l'affaire roumaine, c'est-à-dire l'interruption d'un pays européen du processus électoral entre les deux tours des législatives. Et c'est pas seulement l'événement lui-même, je ne suis pas un spécialiste de la vie politique roumaine, mais c'est surtout l'indifférence, l'acceptation passive de cet événement dans les médias français. C'est-à-dire, on n'a quasiment pas parlé. Moi, j'ai tout fait pour qu'on en parle, y compris le Rassemblement national. Ça me paraissait un précédent, pour ainsi dire, un galop d'essai, en quelque sorte, du système européen qui réglait ses comptes à la démocratie roumaine et qui était prête à régler ses comptes à la démocratie française. C'est d'une certaine manière ce qui s'est réalisé. J'insiste tout de suite sur le fait que dans le jugement, notamment dans les pages qui ont été publiées dans Le Monde d'hier, dont je conseille la lecture, c'est totalement stupéfiant. Il y a un passage où carrément les juges mettent en cause le tort fait à l'Union européenne et les sentiments anti-européens prêtés au Rassemblement national pour justifier leur décision. Voilà, on est dans la dérive illibérale, comme on dit maintenant, ou la dérive autoritaire, tout simplement, antidémocratique de l'Union européenne. Guillaume Bernard, vous avez travaillé sur ces fameuses guerres qu'il y avait au sein de la droite. Finalement, la droite n'aura pas eu le temps de se déchirer, c'est l'Union européenne qui tente de l'achever. Écoutez, il est clair que le jugement qui a été rendu il y a 2 jours, il est difficile de l'apprécier eu égard quand on n'a pas accès aux pièces du dossier. Euh, En revanche, il y a un aspect qui, moi, me paraît en droit extrêmement important. C'est le fait que maintenant tout le monde connaît la loi Sapin 2 de décembre 2016. Personne ne la connaissait avant, mais maintenant tout le monde la connaît. Et je dois dire que je fais partie de ceux qui s'interrogent sur le fait que l'on ait appliqué une loi pénale plus dure de manière rétroactive, ce qui, certes, les cours que j'ai suivis en droit pénal sont lointains maintenant, mais enfin, il me semblait quand même que l'application rétroactive d'une loi pénale, c'était quand elle était plus souple. Et donc, par conséquent, il apparaît assez clair qu'en cassation, mais en cassation c'est bien après 2027, les différents justiciables dans cette affaire auraient vraisemblablement obtenu gain de cause. Bon, il n'empêche que voilà, nous sommes dans une situation où la vie politique française va être d'une manière suspendue jusqu'à l'été 2026, puisqu'on nous dit qu'il va y avoir un procès en appel qui va être accéléré. Et je trouve que pour ce qui est du débat, pour ce qui est de la discussion quant au fond, quant au programme, c'est une situation relativement grave et qui est particulièrement préjudiciable au camp national. Et pourquoi est-ce que la vie politique serait suspendue? J'entends bien que Marine Le Pen se retrouve, elle, dans l'attente de son calendrier judiciaire à nouveau, puisque donc ça fait des années qu'elle est toujours en attente d'un calendrier judiciaire avec des accusations plus ou moins aberrantes. Rappelons ce juge qui avait demandé à faire en sorte qu'il y ait un examen sur sa psychologie sexuelle après la diffusion de photos condamnant les exactions de Daesh. Et en quoi est-ce que le camp national devrait-il être suspendu au calendrier de Marine Le Pen? Eh bien, c'est pas mon souhait, mais je crains que ce ne soit l'attitude du Rassemblement national qui, considérant qu'il a une place hégémonique sur la droite de l'échiquier politique, même s'il ne se revendique pas de droite, eh bien, considère que dans le fond, il n'y a qu'un véritable candidat légitime à l'élection présidentielle, c'est celui qu'il désignerait. Et donc, dans la mesure où on ne sait pas qui aujourd'hui, on ne le saura toujours pas vraisemblablement avant l'été 2026,
qui serait son représentant à la présidentielle, eh bien, cela risque effectivement d'étouffer le débat et je crains que le Rassemblement national ne tente de dire que, eh bien, toute velléité de discussion sur son programme, sur la question du Frexit, sur l'identité, sur la peine de mort, sur l'avortement, eh bien, que toute tentative de discussion de son programme soit prise comme une velléité de chercher à lui retirer des électeurs et à se substituer à lui. Et par conséquent, moi, je fais partie de ceux qui ne sont pas hostiles au Rassemblement national, mais qui souhaitent qu'il y ait un véritable débat dans le camp national populiste. Et c'est pour cela que j'ai fait la proposition dès novembre dernier, dès novembre 2024, juste après les réquisitions, avant que le jugement ne soit rendu, qu'il y ait l'organisation d'une primaire, de telle manière que, eh bien, on puisse véritablement se dégager des questions de personnalité et que ce soit le débat de fond qui soit véritablement engagé. Jérôme Sainte-Marie, je vous voyais hocher la tête. Oui, parce que c'est toujours la même... J'aime beaucoup Guillaume Bernard, hein, le problème n'est pas là, mais c'est toujours la même ancienne. Il y a une dimension empirique dans la vie politique, malgré tout. Il y a eu déjà des scrutins, il y a déjà des campagnes. Les choses ont été réglées. Les options alternatives qui ont été défendues, je pense notamment en 2021, 2022, eh bien les choses ont été tranchées. Les solutions qui reçoivent l'appui du peuple, on sait qu'elles sont. Je veux dire, on ne peut pas faire comme si c'est... La vie politique n'est pas un éternel retour. À un moment donné, il faut quand même avancer. Et les différentes options qui ont été proposées, parfois avec beaucoup de talent en plus, avec des personnalités fortes et avec des soutiens médiatiques importants, eh bien, ça n'a pas fonctionné par rapport à au projet porté par Marine Le Pen, qui est effectivement de s'adresser au peuple plus qu'à la droite et de ne pas laisser enfermer dans un camp. J'espère que ça sera ça. Moi, c'est pas tout à fait ce que je crains dans la situation actuelle, c'est que désormais, nous sommes de fait placés dans l'attente. Je vois ça ce matin, la décision maintenant de la Cour européenne des droits de l'homme, du Conseil constitutionnel, qui est peuplé, comme l'est d'ailleurs le Conseil constitutionnel roumain, d'adversaires résolus de notre famille politique. Et du coup, on est suspendu à ces décisions-là, en réalité, pour les mois qui viennent. Ce qui, en termes d'encadrement de la colère populaire, ce qui était une fonction essentielle de notre part, pose un vrai problème. C'est comment on est face au système. Parce que le système, ça existe. Pour ceux qui en doutaient, ils en ont la preuve. On est face à ce que j'appelle, ce qui est un peu la même chose en réalité, le bloc élitaire, et qui a ses prolongements à gauche, mais qui n'est pas fondamentalement de gauche. Eh bien, comment faire alors même qu'on est, de fait, par les institutions électorales, à la merci de la décision de ces gens-là. Mais alors, cela dit, le fait que Marine Le Pen soit empêchée, ça n'empêche pas le Rassemblement national d'exister et d'avancer. Oui, mais enfin, vous savez, Marine Le Pen a développé avec le peuple français une relation presque organique exceptionnelle. C'est d'ailleurs comme ça que, en 2021, face à l'offensive Zemmour, les choses ont été réglées. C'est qu'effectivement, vous avez un lien extraordinaire, presque extra-politique, entre cette figure et les catégories populaires françaises qui se mobilisent exceptionnellement pour le Rassemblement national. Le risque, à mes yeux, est que ce lien ne puisse pas être facilement remplacé, si ça devait être le cas, et que ces catégories populaires qui font notre force, et qui font la force du camp national surtout, eh bien, se démobilisent. À un moment donné, vous savez, c'est la théorie de Hirschman, du sociologue américain Hirschman, Voice, Exit and Loyalty, puisque je suis sur Radio Courtoisie, on peut se permettre des références un peu élevées. Eh bien, mais en français, généralement. Voilà. Donc, non, mais c'est bon, la loyauté, la sortie, comment on appelle ça, la sortie, disons, et la protestation. C'est-à-dire que ça signifie tout simplement que quand vous êtes en colère, dans un premier temps, vous protestez. Et à un certain niveau de protestation, quand vous êtes vraiment écœuré par le camp d'en face, quand votre protestation n'aboutit pas, la risque, c'est exit, ce qui est plutôt d'ailleurs pas sorti en français, mais défection, c'est-à-dire plus prosaïquement pour nous, d'un point de vue électoral, l'abstention. Le Rassemblement national n'est
n'est-il pas en train de payer justement cette position hégémonique de la famille Le Pen qui est là depuis le commencement? Guillaume Bernard évoquait ces fameuses primaires qui n'ont jamais eu lieu finalement au Rassemblement national. Excusez-nous d'être à 37% des intentions de vote au premier tour, je suis vraiment désolé. C'est ce qu'on appelle payer l'hégémonie. Non, ça s'appelle l'hégémonie tout simplement. Ça s'appelle l'hégémonie concrète. Attendez, je continue. Sur une option idéologique qui est quand même assez développée. C'est pas un truc qui se produit comme ça. C'est tout à fait développé, c'est cohérent. Et ça a triomphé sur les options alternatives. Mais on voit les risques. C'est-à-dire qu'une fois que la tête est coupée, le corps se retrouve un peu chancelant. Pour le moment, en tout cas, il y a une sorte de flou. Vous allez bien vite en besogne. Oui, effectivement, nous sommes... je sais plus quel enfin, non, sommes. on ne dit pas que la tête est coupée, mais en tout cas... D'une part, la tête n'est pas coupée. On sent qu'on a voulu la poser sur le bio, en tout cas. La tête n'est pas coupée. D'autre part, vous avez une mobilisation qui est assez forte dans les fédérations, moi je le vois bien, dans l'opinion très probablement. Et non, ça ne marchera pas, si vous voulez. Cette opération qui est menée ne marchera pas, mais ça ne veut pas dire que si elle ne marchera pas, ça ne veut pas dire que ça ne posera pas des problèmes, ça en pose dès à présent. Guillaume Bernard, que vous vouliez réagir au propos de Jérôme Sainte-Marie? Oui, s'il vous plaît, je voudrais évoquer 2 points, s'il vous plaît. Le premier, c'est que... oui, bien sûr, il y a des intentions de vote, mais enfin, nous sommes à 2 ans de la présidentielle et on se rappelle bien qu'en 2022, Marine Le Pen était déjà donnée à plusieurs mois de la présidentielle à plus de 30% et elle en a fait 23, c'est-à-dire qu'elle a fait quasiment un tiers de moins que ce qui était prévu. Et donc, par conséquent, quand Jean-Luc Mélenchon est à 21,5, ça signifie que s'il n'y avait pas eu un vote utile à son profit, eh bien, il y aurait pu ne pas avoir de candidat du camp national populiste au second tour de la présidentielle. Donc je crois que, et c'est pas à Jérôme Sainte-Marie que je vais apprendre, évidemment, il est plus compétent que moi, qu'il faut prendre les intentions de vote très en amont d'une élection avec eh bien, circonspection. Le deuxième point, et donc que il est peut-être nécessaire d'éviter qu'il y ait une division et qu'il y ait quelques points qui partent vers d'autres candidats, ce qui pourrait empêcher ce camp-là d'être au deuxième tour de la présidentielle, ce qui serait évidemment et préjudiciable à la droite nationale, mais également ce qui serait préjudiciable à la France elle-même. Je crois qu'ici, on est à peu près tous d'accord de ce point de vue-là. Et puis, il y a un deuxième point. Je pense qu'il est quand même important que le Rassemblement national prenne conscience que, certes, effectivement, c'est la principale force incontestablement, je dirais, de cet espace politique, mais que pour autant, il bénéficie d'un vote utile, qu'il y a des gens qui votent par défaut pour le Rassemblement national et qu'il y a un certain nombre de points pour lesquels une clarification serait sans doute nécessaire. Et donc, voilà pourquoi, encore une fois, je le répète, il est peut-être envisageable, moi ici je ne fais que le proposer, vous savez que j'ai déjà fait partie de ceux qui avaient promu ce qu'on a appelé l'appel d'Angers au printemps 2018, c'est-à-dire pour favoriser l'unité. Je fais ici de nouveau une proposition d'organiser quelque chose qui permettrait, de désigner un candidat unique et un candidat, je dirais, crédible. Donc c'est un effort d'unification. 2, ça permettrait une clarification parce que je suis désolé, il y a un certain nombre de nos compatriotes qui ne sont peut-être pas conscients de certaines évolutions programmatiques du Rassemblement national, qui aujourd'hui, par exemple, ne préconisent pas la remigration, qui ne préconisent pas le Frexit, qui ne préconisent pas le rétablissement de la peine de mort. Donc voilà un certain nombre de sujets sur lesquels les clarifications devraient être, me semble-t-il, faites. Et puis c'est un moyen de réconciliation, car on sait bien qu'il y a des personnalités qui se sont disputées, qui se sont concurrencées, peut-être plus pour des intérêts personnels que véritablement sur des enjeux doctrinaux. Mais voilà des raisons, me semble-t-il, qui sont suffisamment fortes à prendre en considération. Alors, c'est vrai qu'il y a des obstacles. Le principal obstacle, on l'a dit, c'est le sentiment d'hégémonie du Rassemblement national, ce qui lui, le conduit à nier ou à ne pas voir, je dirais, un vote utile à son profit. Le deuxième obstacle, me semble-t-il, c'est le fait qu'il considère un certain nombre de personnes comme étant, ou de courants, comme étant infréquentables, trop souverainistes,
trop catholique, trop identitaire. Et puis la troisième raison, et c'est là où évidemment nous avons une grande divergence, Jérôme Sainte-Marie et moi, c'est-à-dire que le Rassemblement national refuse de dire de quel camp il est, c'est-à-dire de qui il est le plus proche. Est-ce qu'il est le plus proche de LR ou est-ce qu'il est le plus proche de LFI? Moi, je maintiens que malgré de grandes divergences, eh bien, il est vraisemblable quand même que la majorité de l'électorat du Rassemblement national est plus proche de LR que de LFI. Il faut dire de quel camp l'on est, rassemblé au premier tour pour ensuite capter l'électorat flottant au second. Jérôme Sainte-Marie. Non, mais c'est pas raisonnable comme propos. On est allié à l'UDR, ça s'appelle l'Union des droites quand même. Genre pour ceux qui ont du mal à suivre, on a fait des efforts. Donc c'est, si vous voulez, on est allié à l'UDR avec Monsieur Ciotti. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? On rassemble tout le monde. Tous ceux, y compris ceux qui ont maintenu une candidature qui a failli faire effectivement qu'en 2022, à 400 000 voix près, Mélenchon aurait pu être au second tour. Des gens qui s'étaient présentés en disant si jamais on n'est pas devant, on se retire. Et qui évidemment ne se sont pas retirés, qu'on fait courir ce risque incroyable à la France de se retrouver avec une vie politique pendant des années dominée par Mélenchon et Macron. Mais c'est exactement ce que je dis, Jérôme. Ah non, mais attendez, non, mais vous le dites pas aux bonnes personnes. Et donc, vous le dites à ceux qui font... enfin bref. Et vous le dites pas aux bonnes personnes. Et justement, quelle est l'attitude du Rassemblement national immédiatement après? D'accueillir tout le monde. D'accueillir tout le monde, de rassembler, y compris ceux qui étaient sur une autre liste que la nôtre aux européennes. C'est un effort de rassemblement constant, avec des personnalités qui viennent parfois très très peu de la gauche, comme M. Andrea Cotarac, et avec, pour l'essentiel, et on le sait très bien, des gens qui viennent de la droite. La particularité du Rassemblement national, je vais aller plus loin, c'est qu'il y a beaucoup de cadres, notamment dans des élus ou des militants qui viennent de fait de la droite. Mais les électeurs, eux, viennent de partout. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça qui est très différent. Mais de fait, si vous fréquentez un tout petit peu, oui, Bernard doit le faire, les milieux, enfin des réunions, etc., vous avez énormément de gens de droite et vous avez un propos qui est très souvent, vous le savez très bien, dans les cadres dirigeants actuels du Rassemblement national, j'entends beaucoup de critiques sur la gauche, il m'arrive rarement d'entendre des critiques sur la droite. Donc si vous voulez, c'est très clair en réalité qu'on est plus proche d'une forme de droite nationale, mais sans s'enfermer dans cette notion, dans ce, comment dirais-je, ce signifiant de droite dont on peut vérifier l'inefficacité, déjà à mon avis, ça c'est un point de vue très personnel, le vide idéologique, mais consubstantiel à cette notion de droite ou de gauche, mais en plus l'inefficacité électorale. C'est-à-dire que si vous voulez diviser votre électorat et vous tenir à l'écart de la réalité et ne pas exercer le pouvoir, choisissez ce type de signifiant. Et je finirai par là. C'est là où ces débats sont vraiment des débats qui maintenant, et c'est pour ça que je suis assez carré, si vous voulez, même face à Guillaume Bernard, avec lequel j'ai des relations, pas d'amitié, parce qu'on se connaît pas assez. Mais on sait que vous êtes des amis de sympathie. C'est qu'il y a urgence, vous voyez, quand même, là-dessus, je pense qu'on est tous d'accord, il y a urgence. Si, effectivement, le camp national ne triomphe pas en 2027, la situation du pays risque d'être assez embêtante. C'est pour ça que moi, je me suis engagé politiquement, alors que j'étais sondeur, j'étais un peu à l'écart de tout cela. Je me suis engagé, et en partie à mes dépens quand même, socialement. Vous imaginez dans mon milieu ce que cela peut signifier. Et on salue cet engagement. Non, mais c'est pas ça. Mais bon, après, j'ai l'âge qui me permet de le faire aussi. Mais c'est surtout, vous avez une urgence. Vous avez une urgence très très grande et qui doit faire que, bon, effectivement, dans la politique réelle. La politique réelle, c'est pas un truc d'intellectuel au sens où c'est un truc où vous êtes, comment dirais-je, si on veut être d'accord sur tout avec un parti, on finit par ne plus être d'accord qu'avec soi-même. Et encore, parfois, on peut changer d'avis. Mais non, il faut accepter un minimum de compromis parce que l'important aujourd'hui, c'est la victoire. Jérôme Sainte-Marie, Guillaume Bernard, on reste avec vous encore quelques minutes. J'annonce quand même la suite du programme aux auditeurs qui nous rejoignent. On retrouvera Stanislas Rigaud à 8h12. Et puis pour l'addition aujourd'hui, notre invité est Alexandre Delval. Donc voilà, restez bien avec nous tout au long de ce programme jusqu'à 10h. On poursuit avec Guillaume Bernard et Jérôme Sainte-Marie. Donc, Jérôme Sainte-Marie, vous le disiez, le Rassemblement national a la volonté d'accueillir tout le monde, de rassembler. Il y a ce caractère d'urgence. On a quand même vu ces derniers mois une Marine Le Pen qui a pratiqué sa politique de dédiabolisation jusqu'à se couper notamment du camp identitaire. Est-ce qu'aujourd'hui, vu qu'elle est
rejetée par le système qu'elle rêvait d'intégrer. C'était vraiment un bon calcul. Est-ce que ça en valait la peine ? Ah, c'est pas tout à fait... Comment dirais-je ? Vous posez une question intéressante, mais la question n'est pas réellement celle des identitaires, encore une fois, parce que c'est pas ça qui... par rapport à ce qui se passe. Question compliquée, à vrai dire, parce que... Mais la question est bonne, pardonnez-moi. Mais... Allez-y. Et Guillaume Bernard, je vous invite à disserter là-dessus également. Je suis parfaitement d'accord avec Jérôme Sainte-Marie sur le fait que je dois tenir, et c'est ce que je fais, le même discours à tout le monde. C'est-à-dire que, évidemment, je ne suis pas dans une position d'hostilité envers une organisation plutôt qu'envers une autre, hein, que les choses soient bien claires. Mais c'est vrai qu'évidemment, on discute principalement des prises de position du Rassemblement national, eu égard, évidemment, à sa visibilité et à son poids électoral. Et je maintiens, et même si, évidemment, cela peut ne pas toujours faire plaisir, qu'il y a un vote utile au profit du Rassemblement national, ça, eu égard à sa position, à sa visibilité, et que pour autant, cela ne signifie pas, j'en conviens parfaitement, on ne peut pas être d'accord avec tout ce que dit un parti politique, mais que ça tient, que ça fonctionne malgré un certain nombre, je dirais, d'évolutions programmatiques et qui en fait traduisent une évolution doctrinale sous-jacente qui est quelque peu étonnante. Et je pense qu'effectivement, la question posée donc par notre journaliste est évidemment importante et essentielle. Est-ce que le fait, je dirais, d'abandonner le chèque scolaire, est-ce que le fait d'abandonner le salaire maternel, est-ce que le fait d'abandonner pour les crimes innommables le rétablissement de la peine de mort, est-ce que le fait d'abandonner une condamnation pour des raisons démographiques, pas pour des raisons de morale sexuelle, mais la condamnation de l'avortement, est-ce que ça c'est effectivement totalement utile? Est-ce que c'est en fait cohérent? Tout ça pour plaire effectivement à une classe politique qui continue à pratiquer le cordon sanitaire. Moi je dois dire qu'effectivement cela m'étonne. Cela me navre, cela ne veut pas dire que l'on ne préfère pas, parce que je crois qu'en politique, il faut raisonner, malheureusement, non pas toujours en termes, je dirais, d'adhésion pleine et entière, mais en termes de proximité. Ça ne veut pas dire que on n'est pas plus proche du Rassemblement national que d'autres choses, mais pour autant, cette évolution qui fait que le RN décrète infréquentables les souverainistes, les identitaires et les catholiques, ça me paraît quand même beaucoup. Voilà. Et donc, effectivement, tout ça pour ça, ça me paraît une bonne question. Non, mais c'est d'une radicalité votre propos qui est pas raisonnable, parce que vous dites qu'on rend infréquentable, enfin on déclare infréquentable les souverainistes. Alors ça me paraît pas être possible, hein, parce que c'est quand même ce qui me caractérise, le souverainisme. Donc bon, j'ai l'impression de pas être rejeté là où je suis, même d'y être très bien accueilli. Qu'on refuse les catholiques, etc. Tout ça n'est pas, sincèrement, tout ça n'est pas raisonnable. C'est pas du tout la réalité. Après, permettez-nous. C'est pas moi qui ai écrit, c'est Jordan Bardella qui explique que les 11 députés qui ont voté contre la constitutionnalisation de l'avortement se sont trompés. Autrement dit, mais ça n'a rien à voir. J'allais y venir, ça n'a rien à voir. Voilà. Le fait d'accueillir et d'être, d'ailleurs, la plupart des élus, etc., sont catholiques. Enfin, tout ça est très, 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 très curieux comme propos. Après, oui, effectivement, sur la question de l'avortement, on est favorable à l'avortement. Ça, je vous le confirme. Mais c'est pas pour faire plaisir à la classe politique. C'est parce que ça correspond également, d'une part, à nos convictions profondes, et d'autre part, à ce que veulent les Français, ce que veut le peuple français, les catégories populaires notamment. Ça, c'est vraiment... Alors, c'est un débat que j'avais eu fréquemment avec notre ancien ami commun, malheureusement décédé, Patrick Buisson, qui, peu à peu, s'était enfermé dans une vision du monde qui a été cruellement démentie par les faits. Je rappelle qu'Éric Zemmour a fait un score inférieur à la moyenne nationale en Vendée, en 2022, ce qui prouve que cette illusion d'un vote traditionnaliste catholique n'a plus aucune justification. Les choses, encore une fois, je suis désolé, mais... Encore une fois, la politique, c'est aussi un art empirique. Vous avez quand même une expérience dont on est obligé de tenir compte. Sinon, on bascule effectivement dans une fascination à la fois groupusculaire et narcissique, où on ne parle plus qu'à soi-même. Enfin, il faut tenir compte. Et là, je vous en parle. Et c'est surtout, la victoire aujourd'hui politique se passe dans les urnes. Moi, je m'en réjouis, par ailleurs, je suis démocrate. Mais bon, quoi qu'on en pense, c'est comme ça que ça se fait. Il faut gagner en 2027. Il faut gagner ensemble en 2027,
Mais pour cela, il ne faut pas rester en des postures qui sont ultra minoritaires. Il faut effectivement convaincre la France telle qu'elle est de se sauver elle-même. Voilà, donc ça oblige effectivement à... c'est pas un point de vue électoraliste au sens vulgaire et démagogique, c'est un point de vue de nécessité, c'est même un effort presque héroïque sur soi-même qu'on doit faire parfois. Je ne parlerai pas des sujets sur lesquels moi je ne suis pas forcément enthousiaste, mais qui sont défendus. Mais je trouve que pour l'instant, tout cela est cohérent. Et vous pouvez penser qu'on n'est pas assez radicaux, etc. Mais c'est une impression, sincèrement, qui est très peu partagée dans le pays pour l'instant. Je voudrais revenir sur cette question de l'urgence. Pardonnez-moi, Guillaume. Je voudrais revenir sur cette question de l'urgence. Est-ce que cet électrochoc de l'éviction momentanée de Marine Le Pen est, au bout du compte, une chance pour le camp national de montrer que le système est effectivement un bloc élitaire massif opposé au peuple? Est-ce qu'on peut transformer cette apparente défaite judiciaire en une victoire politique? Non, parce que, on va essayer de le faire, mais le but n'est pas de dire qu'on a raison. Parce qu'en fait, les gens sont d'accord là-dessus, tout le monde comprend bien qu'il y a un système, etc. Alors les sondages ont l'air de dire qu'il y a au moins un bon tiers des Français qui considèrent que c'est normal, que la moitié considère que la justice a été rendue. Vous parlez à quelqu'un qui a 40 ans de sondage derrière lui, quasiment, j'en suis désolé d'ailleurs, mais désormais, mais c'est des sondages qui ont été faits dans l'après-midi, c'est Odoxa et Lab, en l'occurrence, avec des gens qui souvent n'étaient pas forcément au courant. Vous savez, nous, on est politisés tout le temps, mais la plupart des gens ont autre chose à faire. C'est une honte. Pardon, voilà, exactement. Et donc, on a découvert les trucs, la question a été posée dans l'après-midi pour être publiée le soir. Hein, fondamentalement, la décision avait eu lieu le matin. Donc, concrètement, ça ne peut être que comme cela. Par ailleurs, vous avez aussi que quand les gens sont mal informés de ce genre de choses, on avait vu ça malheureusement à l'époque pour Fillon, quand Fillon avait fait l'objet de cette opération politico-judiciaire, eh bien, tous ceux qui ne votent pas pour le politique qui est mis en cause, finalement, ne sont pas mécontents en disant, donc chacun dans ces cas-là est souvent réduit à son électorat de premier tour qui le défend. Et tous les autres, notamment les concurrents, jubilent. Non seulement les élus, mais même les électeurs qui trouvent que d'une façon, il y a une forme de lâche soulagement en disant c'est tombé sur celui d'à côté. Bon, le problème c'est que ça finit par tomber sur toutes les oppositions. Ça c'est un peu, faut en avoir conscience. C'est pour ça que la France insoumise est prudente d'ailleurs. Mais voilà. Donc non, vous avez le problème. C'est un problème stratégique qu'on peut aborder ici, puisqu'on a un peu de temps. C'est le fait que, encore une fois, il ne s'agit pas de convaincre les gens que face à nous on a des gens très méchants. Les gens ne sont pas très contents. Vous avez vu qu'à 70%, les Français ont soutenu les Gilets jaunes, même après les événements de l'Arc de Triomphe. C'est bien qu'il y a quand même une radicalité, une colère dans le pays qui est très profonde. Ce que les gens veulent, c'est espérer. Il faut maintenir cette espérance, c'est-à-dire qu'on est capable de trouver la voie vers la victoire, et une victoire aussi rapide que possible pour arrêter la dégradation générale du pays. Voilà, c'est pour ça que moi, les victoires idéologiques, si vous voulez, si j'ose dire, j'ai passé l'âge. Maintenant, ce que je veux, c'est une victoire électorale et une victoire politique pratique. L'important, c'est la conquête du pouvoir d'État. Le reste, le fait que mes petits-enfants un jour diront à quel point j'avais raison, ça me fait plaisir, mais en réalité, j'en ai pas grand-chose à faire. Ce que j'aimerais, c'est qu'ils vivent dans un pays à peu près vivable. Guillaume Bernard, vous vouliez réagir? Oui, je voudrais effectivement, et là c'est malheureusement évidemment une chose qui nous sépare. Je pense que il est bien évident qu'un homme politique n'a pas uniquement comme fonction de devoir ramasser des voix. Il a aussi un rôle d'édification, il a un rôle de proposition. C'est très bien que l'une des fonctions d'un parti politique, c'est la fonction programmatique, c'est la fonction de structuration de l'opinion publique. Et donc par conséquent, de dire que parce que l'opinion publique est pour telle chose plutôt que pour telle autre, il faudrait forcément se rallier à cette position sans chercher à la discuter, à chercher à l'influencer, à la faire changer, ça me paraît extrêmement étonnant. Oui, c'est d'autant plus étonnant que vous ne l'avez pas dit surtout. Attendez, là, je vous laisse continuer, mais c'est effectivement, ça serait d'autant plus étonnant et d'autant plus choquant que c'est absolument pas ce que j'ai dit, mais je vous laisse continuer. Écoutez, vous me dites, pardonnez-moi Jérôme, vous avez dit que le RN approuve l'avortement dans la mesure où l'opinion publique y est favorable. Et non, moi, je n'ai pas dit ça, j'ai dit que c'était une question de conviction et que par ailleurs l'opinion publique y était favorable. C'est pas la même chose. On laisse les mots de la fin à Guillaume Bernard qui a eu légèrement moins de parole et l'entretien touche à sa fin. Donc Guillaume Bernard, je vous invite à conclure.
Alors, merci, mais j'ai eu moins de temps de parole, ça n'est pas bien grave, mais simplement, je dois dire que c'est pour moi pire que ce soit une conviction que simplement, je dirais, le fait de surfer sur l'opinion publique, parce qu'il y a un enjeu démographique, et comment veut-on d'un côté lutter contre une migration, une immigration de remplacement et de peuplement, et de l'autre côté, eh bien, soutenir une pratique qui, eh bien, provoque le déficit démographique. Ça, je dois dire que je suis extrêmement étonné de ce point de vue-là. Je pense qu'un homme politique, il doit édifier le peuple et pas simplement le suivre. Voilà. Et on finit sur ces mots, mais messieurs, on vous réinvitera puisque ce débat est passionnant. Il y a encore énormément de sujets qu'on aurait pu et qu'on aurait aimé aborder avec vous. Guillaume Bernard, merci d'avoir été avec nous ce matin. Jérôme Sainte-Marie, de même. Et on espère vous retrouver très bientôt. C'était réellement passionnant et les auditeurs sont de cet avis aussi.